Well, well. What have we got here then? You lost, fella? Hey, we're talking to you. I asked you a question. What's wrong with him? He's lost his bloody mind. I will find you, Eve. Bonjour et bienvenue entre le dragon et waouh, quelle vidéo, quelle intro. Ouais, les druides sortent enfin. Ah, je suis trop content. Alors, j'ai fait du Path of Exiles 2. J'ai joué à Path of Exiles 2 et j'aimais bien le jeu. J'ai joué la sorcière et le moine et vraiment, je trouvais le jeu sympa, un petit peu lent et un peu répétitif à mon goût. Ce qui fait que je n'ai jamais atteint sur aucune de mes runs le endgame. J'ai fait le saison 0, saison 1 et j'ai pas fait la saison 2. Mais là je suis très hype par le druide et notamment par... Bref, alors on va dire tout ça et ensuite je vais vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne et de ce que je compte faire. Alors, le dernier des druides. Path of Exiles 2, The Last of the Druid est enfin là. Déchaînez la bête qui sommeille en vous, transformez-vous en loup, en ours ou même en une vouivre cracheuse de feu. Découvrez de toutes nouvelles ascendances, une mécanique de ligue innovante permettant de construire votre propre donjon, ainsi qu'un nouveau boss final de endgame. Nouvelle classe, le druide. Le druide est un lanceur de sorts élémentaires capable de changer de forme. Après l'extermination de ses confrères druides orchestrés par le roi des brumes, le druide a perdu son humanité dans les forêts d'Ogam, où il a erré des années durant sous sa forme d'une bête. Ayant retrouvé sa lucidité, il est désormais déterminé à retrouver sa femme perdue et à regagner son humanité. Alors pour le roi des brumes, pour ceux qui ont fait le jeu, si vous vous souvenez bien, je crois que c'était l'événement de la saison 1, et c'est l'être qu'on affronte dans le campement, dans le camp qui est caché dans la forêt, dans les hauteurs, que Finn nous demande de vérifier. Donc le druide fait partie de ce groupe là, donc peut-être qu'il y aura des interactions spécifiques avec Finn. Ça va être intéressant. Alors on va regarder les différentes métamorphoses, parce que du coup le druide arrive avec, bien entendu, un kit de métamorphose. Alors utilisant des talismans animaliers, un nouveau type d'arme, le druide peut invoquer le pouvoir de la Dryoct pour se transformer en un animal. Lorsque vous équipez un talisman animalier, vous pouvez choisir la forme animale que vous souhaitez qu'il représente. C'est cool. Du coup ça veut dire que peut-être dès le départ on va pouvoir sélectionner notre forme favorite et le gameplay qui ira avec. Alors, redoutable créature de la nuit, le loup canalise l'énergie de la lune elle-même et la déchaîne en une série d'attaques féroces. Rapide et agile, il bondit vers l'avant pour geler ses adversaires et les taillader de ses griffes acérées. En tant que véritable alpha, le loup peut également invoquer une meute de créatures pour combattre à ses côtés. C'est ce qu'on voit là, le clan condamné, talisman primitif avec des statistiques, des bonus, etc. Ça va être une trame. Alors la question que je me pose c'est, est-ce que c'est une arme à une main ou à deux mains? Et du coup, est-ce qu'on peut équiper des boucliers à côté, bénéficier de ce genre de choses, etc. Ça va être une véritable question. Et on peut voir à côté, là, un talisman légendaire. Donc, ça va être assez intéressant. À voir ce que ça va donner. J'ai lu ce qu'il faisait, il y a des mécaniques que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc, ce sera à voir quand on aura fait un peu plus de temps sur le jeu. Et qu'on a une meilleure idée de comment ça fonctionne les mécaniques. Alors, on va se donner un petit aperçu des compétences du druide. Alors, l'assaut lunaire.
Transformez-vous en loup-garou et frappez devant vous avec vos griffes. Projetez un arc de lumière de lune et de glace devant vous en forme de croissant. C'est ce qu'on le voit faire juste avant, là. On l'a vu faire. Alors, contrôlez 80% des dégâts physiques en dégâts de froid. C'est cool. Intensité de la frigorification augmentée de 240%, 240% de perte d'accumulation de gel. Vous allez geler vite les adversaires, ça va être vachement cool pour entraîner des dégâts. Alors, vitesse d'attaque 110%, dégâts d'attaque 40%. Ouais, c'est là ce qu'on le voit faire là, cet instant-là. Et derrière, la taille croisée, qui vient d'être effectuée là. Alors, transformez-vous le garou et sautez en arrière en frappant le sol avec vos deux griffes. Frappez une cible marquée avec vos deux au centre de vos griffes. Activera de votre sillon, excusez-moi. Activera une marque et causera une onde de choc supplémentaire. Des fragments de glace seront sortis du sol à l'endroit où les deux sillons se croisent et exploseront immédiatement. Cette compétence peut être utilisée pour interrompre d'autres compétences. C'est super cool. Mécaniquement, comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser pour vous replacer, pour esquiver. Ça va être vachement sympa ça. Alors, dans les détails, là sur les détails, ils ne précisent pas s'il y aura des bonus dégâts sur la gemme, mais on a des détails sur la portée des zones et sur les effets de l'onde de choc, les portées de l'onde de choc. Donc ça va être assez sympa. Et enfin, la bénédiction lunaire. Transformez-vous en loup-garou et offrez votre rage à la lune pour recevoir une bénédiction, donnant des bonus de dégâts de froid, de vitesse d'attaque et de bonus de mobilité pour vous et vos serviteurs loups de votre mode de loup ou de votre marque du prédateur. Donc on aura probablement plusieurs façons de générer des loups à nos côtés. Dépensez toute votre rage pour augmenter la durée du buff. Tant que le buff est actif, vos attaques sous forme de loup-garou appellent des éclairs de lune en touchant l'ennemi. Ok, c'est assez intéressant. Il y a un temps de céder à cette compétence de 10 secondes. Ok. Le temps de recharge ne progresse pas pendant l'effet de l'effet bénéfique. Traite française, comme d'habitude. Oui, ça veut dire que du coup, en fait, vous n'avez pas de downtime dessus, vous n'allez pas pouvoir l'enchaîner à l'infini. Vous avez forcément 10 secondes après chaque utilisation où vous n'aurez pas ce super buff. Ce qui n'est pas forcément gênant, parce que comme on a pu le voir, ça consomme la rage, qui est une nouvelle ressource spécifique au druide, dont on aura besoin pour renforcer nos compétences. Ça nous laisse 10 secondes pour monter ça et pouvoir de nouveau la consommer. Je sais pas si la forme de loup aura d'autres compétences qui consomment de la rage, mais c'est bienvenu. Alors, quand vous l'utilisez, ça repousse les ennemis. La durée du buff est de 5 secondes plus 0,2 secondes par point de rage dépensé. Je crois que le druide peut avoir un maximum de 20 points de rage. Je dis pas de bêtises. Tac. Ce qui ferait quoi 4 secondes supplémentaires maximum. Ça doit être ça. Je ne me trompe pas. Le buff vous donne 50% de dégâts supplémentaires gagnés sous forme de dégâts de glace. Ok, sympa. Et le rayon lunaire, donc les rayons que vous allez créer, il y a un temps de recharge de 1 seconde, vous pouvez pas les spammer un peu partout. Les dégâts d'attaque sont 149%, d'accord. Conversion 100% de dégâts physiques en dégâts de froid. Et un impact de 1,6 m. Ok, sympa. Faut voir ce que ça donnera. Il a l'air très cool. Peut-être que c'est le deuxième que je testerai, parce qu'il a l'air vraiment sympa le délire de Ulfa avec ta meute qui t'accompagne pour combattre. Ça a l'air très fun. Alors l'ours, qui m'intéresse un peu moins, qui a l'air de reprendre des mécaniques du guerrier forgeron qu'on a dans le jeu. À voir ce que ça donnera. Alors, l'ours, un mastodonte de force brute, l'ours se déchaîne au milieu de ses ennemis, ne laissant que dévastation à son sillage. En anéantissant des hordes de monstres, l'ours accumule de la rage qui améliore ses attaques et ses rugissements, transformant à terme en une véritable calamité ambulante. Alors, le fracas bestial, ce qu'on voit faire là, ici. Métamorphosez-vous en ours et fracassez le sol avec une grande force, provoquant une perte d'onde de choc. Si vous avez suffisamment de rage, consomme une partie de cette rage pour provoquer à la place une seule onde de choc massive qui laisse une zone irrégulière derrière elle, comme le guerrier dont je vous parlais. Vous allez slam le sol et j'ai des petits tremblements de terre qui feront des dégâts sur le temps. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas joué le guerrier, c'est un aspect du gameplay qui ne m'intéresse pas. Par contre, à préciser, le druide a l'air d'être nos 3 premières classes qui fonctionnent sur de la stat force, intelligence. Donc on va déjà pouvoir utiliser les armures qui
très très joli de force intelligence. Et je suppose que le suivant sera probablement le paladin ou le croisé qui ont utilisé peut-être tant pis. Peu importe, autre classe sacrée, chevalier sacré. Et c'est la première classe qui utilise ça, donc on va pouvoir profiter de ces armures qui sont très 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 belles. Alors, rugissement féroce, c'est une gemme méta, c'est une bonne chose à savoir ça. Métamorphosez-vous en ours et déclenchez vos aptitudes de cri de guerre. Améliorez une attaque toutes les 10 de puissance ennemie à portée, comptabilisant jusqu'à 50 de puissance, d'accord, donc ça va être cool pour les boss. C'est-à-dire que vous allez pouvoir générer vos maximum de rage en un seul rugissement. Rayon du cri de guerre 7 mètres, gagnez donc 2 de rage par puissance ennemie à portée, oui, c'est ce que vous l'avez déjà dit auparavant. Les attaques renforcées brisent 123 points d'armure en touchant l'ennemi, ok. Donc ça va être cool pour certains adversaires qui sont très, très forts. Alors, les cris de guerre enchassés, multiplicateur de coups 200%, aïe, ou le mana. Trigger Socketed Warcry instead of social effects. Alors, ça déclenche les cris de guerre enchassés plutôt que votre rugissement féroce. Ok. Je sais pas sûr qu'on ait envie de voir ça. Alors, à moins qu'on ait des cris de guerre qui nous permettent de générer de la rage. Parce que le rugissement féroce de base, il a l'air très fort. Donc pourquoi est-ce que je voudrais me séparer de ça? Alors les aptitudes enchassées ont 48% d'augmentation de dégâts. Et les aptitudes enchassées ont 50% d'augmentation de zone d'effet. Et les attaques renforcées font 48% de dégâts supplémentaires. Ok, d'accord. Okay, à tester. Enfin, à tester. Je testerai pas moi, mais à voir ce que ça vaut. D'autres. Alors, par contre, ça a l'air vraiment fun. La calamité ambulante. Quand vous êtes Alors que vous êtes en forme douce, vous montez une nouvelle barre de gloire, alors vous gagnez de la rage en étant maximum. Quand vous atteignez votre maximum de barre de gloire, vous rugissez aux cieux pour faire tomber des pluies de météores autour de vos ennemis. Bon, toute la durée de la compétence, étant que vous restez en forme d'ours, ce qui est important, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir switch sur une autre forme pendant cette compétence-là. Donc la pluie météore continuera et vous obtiendrez un bonus de dégâts de feu et un bonus de régénération à la rage. Ce qui est cool parce qu'on a vu que certaines des compétences du druide consommaient votre rage pour être active. C'est la forme qui va le plus dépendre de la génération de rage. Alors, calamité ambulante. Ça demande 20 points de gloire pour être utilisé. Ok. Vous déclenchez un météore toutes les 0,05 secondes. Un météore plus large tombe toutes les 20 météores qui sont tombés. Ok. La chute de météore se fait dans un rayon de 8 mètres. La durée de l'effet bénéfique est de 10 secondes. Le buff vous donne plus 5% de rage généré par seconde, ce qui est assez sympa. On a vu que par exemple cette compétence nous en consommait 10. Donc au bout de 2 secondes, vous pouvez les spammer de façon... vous pouvez le lancer sans craindre d'avoir perdu de la rage. Et je suspecte aussi qu'on va pouvoir générer de la rage de façon habituelle, donc ça devrait être assez sympa. Vous allez vraiment être en mode... c'est vraiment de votre God mode, hein, ce qu'ils ont l'air de nous décrire. Le seul souci que je vois, c'est que quand je regarde la façon dont les météores tombent, ça a l'air très random. Donc je sais pas si ça va être si efficace contre de gros ennemis peut-être. Mais... ouais, c'est vraiment fiable. À part les gros météores, on a vraiment de traquer les cibles. Les petits météores, ils ont l'air de tomber un peu à côté, au petit bonheur la chance. Et donc, le buff donne aussi donc 30% de dégâts supplémentaires en forme de dégâts de feu. On a vu. Les petits météores font 149% de dégâts d'attaque. Ils convertissent 100% de dégâts physiques en dégâts de feu. Mon impact 0,8 m. Et le grand météore, dégâts d'attaque 374%, où il va faire mal lui. Convertit 100% des dégâts physiques en dégâts de feu. Et rayon de l'impact 1,4 m. Et il embrase le sol pendant 5 secondes. Mais il ne précise pas les dégâts du sol embrasé. Oui, on le voit là dans la cinématique. Ça va être... Ok, sympa, ça va pas être mon truc, mais ça peut être assez fun à jouer. Enfin, la Wyvern. Alors, je vais l'appeler la Wyvre, je n'appellerai pas la Wyvre. Pour différentes raisons, mais c'est un dragon, donc c'est une Wyvre. Elle a 2 pattes, c'est une Wyvre. Alors, un spectacle rarement vu sur Wayclast, la Wyvre bondit sur ses ennemis et lacère à l'aide de ses serres mortelles. Se renforçant en dévorant ses victimes fraîchement tuées, la Wyvre provoque des explosions de foudre et crache des boules de feu. Il va sans dire qu'elle peut s'élever dans les cieux et faire pleuvoir des torrents de flammes sur ses adversaires. C'est un dragon, après tout. Alors, on va regarder ça. Je cache pas que c'est ça que je vais jouer, hein. C'est ce qui m'éclate. Hein. Il y a une raison pour laquelle mon pseudo c'est Wyvdrak. Et vous voyez Dragou sur les miniatures. Alors, coup d'aile. Frappez les ennemis à distance en gérant une rafale de vent. Les ennemis
Les ennemis sont repoussés en fonction de leur proximité. Cool, ok. Le coup d'aile, c'est cette compétence. Voilà. Alors, plus 0,3 secondes au temps d'attaque total, ne peut pas entraîner l'accumulation d'étourdissement, repousser les ennemis. La portée de l'explosion est de 6 mètres. Alors, 10% de chance d'obtenir une charge de puissance sur un stun lourd modifié par la puissance de monstre. C'est pas très clair pour moi, mais si ça nous permet d'obtenir des charges de puissance, c'est très cool, parce que de ce qu'on a vu, la vouivre a l'air de se jouer un peu comme le moine foudre. Vous allez générer des charges de puissance, faire des exécutions, et ensuite renforcer vos compétences. Ce qui est un cycle de combat que je trouve très satisfaisant, et qui me fait dire que je sais déjà que je vais très fortement l'apprécier. Alors, en plus de ça, l'onde de choc générée fait des dégâts de 145%. Ok. On sait que le coup d'aile en lui-même fait 103% de dégâts, ce qui est noté plutôt dessus. Ne peut pas entraîner l'accumulation d'étourdissement et rayon de choc de 2 mètres. Ouais, c'est très bizarre parce qu'il précise qu'on ne peut pas entraîner d'accumulation d'étourdissement, mais on a un bonus si on étourdit les ennemis. Il va falloir voir comment ça fonctionne ça. Si ce sera lié aux gemmes qu'on va enchasser, ce genre de mécanique, etc. Alors, dévoration. Transformez-vous en vouivre et dévorez un corps ou un ennemi qui peut être exécuté, en plus de dévorer des corps à proximité. Pour chaque ennemi ou corps dévoré, vous régénérez de la vie et gagnez une charge de puissance. Si la cible se trouve trop loin, vous pouvez aller sauter sur elle et endommager les ennemis se trouvant à proximité de l'endroit où vous êtes laissé. Alors, jusqu'à 0,5% de temps d'attaque supplémentaire en fonction de la distance parcourue. Le rayon de l'impact est de 1,8 m. La vie régénérée est de 39 par cadavre ennemi seconde, par ennemi tué ou cadavre consommé sur 1 seconde. Donc c'est pas un soin instantané, il y a un petit temps où ça peut se déclencher. Et vous pouvez consommer un maximum de 2 corps proches de la cible. Ce qui me fait dire que du coup, ça doit vous faire 117 points de vie par seconde. Sympa. Et en plus, ça nous génère des charges de puissance. Et alors, vitesse d'attaque 170% de l'attaque de base et l'attaque 93. Ok. Cool. Et enfin, le barrage d'huile. Pardon, excuse-moi, il y en a encore une derrière. Transformez-vous en vouivre et crachez de l'huile sur vos ennemis, créant un sol huileux où les projectiles atterrissent. Consumez une charge de puissance si possible pour, à la place, canaliser un barrage continu de projectiles de foudre huilée, de huile électrifiée plutôt, qui ne crée pas de sol huilé. Donc c'est assez intéressant. Vous allez devoir avoir une mécanique. Est-ce que vous utilisez cette compétence pour générer une zone qui vous permet de contrôler les adversaires ou de faire des dégâts? Les projectiles sont tirés en séquence, permettant à plusieurs projectiles multiples de toucher une seule et même cible. Ok. Donc la compétence de base tire 3 projectiles. On voit que les attaques sont de 300%, donc vous allez les tirer assez vite. Les dégâts d'attaque sont de 146, donc ça va faire mal, hein. Les ennemis touchés par l'huile sont ralentis de 20%, sympa. Et l'huile applique exposition qui réduit la résistance totale élémentaire d'un adversaire de 20%. C'est très 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 fort. Les rayons de dispersion de l'huile de 1,4 m. La durée de l'huile qui affecte les ennemis et du sol huileux est de 6 secondes. Alors, la canalisation se termine après un groupe de projectiles. Et si vous utilisez la compétence dans sa version améliorée, les dégâts d'attaque sont montés à 201%. Convertit 40% des dégâts physiques en dégâts de foudre. Tire 3 projectiles. Donc l'huile de nouveau ralentit les ennemis, applique l'exposition. Rayon de l'impact avec 4 mètres comme avant. La durée de l'huile qui affecte les adversaires est de 6 secondes. Et consume une charge de puissance toutes les 2 secondes pour continuer à tirer vos projectiles. Sympa. Et enfin le souffle de flamme. Alors, transformez-vous en vouivre et envolez-vous dans les cieux. Alors, petit détail, je coupe là, mais on regarde sa vidéo, mais quand on le voit s'élever dans les airs, j'ai pas l'impression que quand on s'élève dans les airs, on soit immunisé aux dégâts. On voit le petit ennemi qui est là frapper. Alors, est-ce qu'il nous touche ou il nous manque automatiquement? Je ne sais pas, mais il n'est pas précisé que le fait de s'élever dans les airs nous rend résistant à quoi que ce soit. C'est une petite chose à prendre en compte. Je reprends. Alors, donc immolez vos ennemis dans un jet de flamme. La canalisation s'arrête après un certain temps, mais peut être prolongée en dépensant de la rage. Consumez une charge de puissance, si possible, pour renforcer la compétence. Vous obtenez alors des dégâts supplémentaires électriques, et la consommation de rage se fait plus lentement. C'est super cool.
Donc du coup ça va être notre compétence où on va dépenser notre rage, on va monter de fond notre rage, on va essayer de générer une charge de puissance et on va tout cramer. Et franchement l'animation où on souffle et en même temps on électrifie les adversaires, ça a l'air vraiment très cool. Convertit 100% des dégâts physiques en dégâts de feu, l'intensité de l'embrasement est augmentée de 750%, ça va cramer. Le coup de rage est ignoré pendant les 4 premières secondes de la canalisation, ça c'est une bonne chose à savoir, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si c'est pas beaucoup de rage, vous pouvez la lancer pendant 4 secondes. Vous ne pouvez pas obtenir un rage pendant que la compétence est active, logique, c'est pour éviter que vous soyez tout le temps en train de la canaliser. La durée d'immolation, le rayon d'immolation, est de 2 mètres, ok. Le souffle enflammé renforcé obtient 50% de ses dégâts sous forme de dégâts de foudre, donc c'est pas des dégâts bonus. Et la consommation de la rage, bien entendu, lorsqu'on lance le souffle enflammé, est réduite de 50%. On voit que la vitesse d'attaque de la compétence est de 800%, donc ça va faire beaucoup de tics de dégâts, et les dégâts d'attaque logiques sont de 70%, ils sont pas à 100%. Vu le nombre de tics de dégâts que vous allez faire, si c'était à 100%, ce serait stupide. Enfin, alors, déjà, le volcan, qui, je crois, ouais, on le voit ici, c'est le sort qui est utilisé là par le druide sous forme d'ours. Il lance avant de se transformer. On va revoir la séquence. On peut voir. Voilà, là, il le lance. On voit qu'il canalise le sort. Alors, le volcan. J'ai un volcan hors de terre endommageant les ennemis qui se tiennent dessus en libérant une gerbe de projectiles en fusion. Tant que le volcan persiste, il continue à libérer des projectiles à intervalles réguliers ou lorsqu'il est fracassé. Canaliser cette aptitude pendant une durée prolongée rend l'éruption initiale plus violente, mais n'affecte pas les gerbes de projectiles supplémentaires. Donc du coup, ça fonctionne un peu comme la compétence du guerrier où vous générez une zone de feu, vous frappez le sol et ça fait des explosions de flammes. Donc, l'éruption inflige 4 à 6 points de dégâts de feu. Le modificateur de cette vitesse d'incantation affecte également le coût de cette aptitude. Tire des projectiles toutes les 0,5 secondes. La canalisation s'arrête en atteignant 4 paliers. Le rayon d'éruption est de 1,2 mètres. La durée du volcan est de 8 secondes. Vous avez une limite de un seul volcan. Et 150% de dégâts supplémentaires par palier avant de lancer la compétence. Ça va faire mal ça. C'est vrai que l'éruption fait pas beaucoup de dégâts, mais si vous canalisez ça de façon continue, vous pouvez monter assez haut. Hein. On a dit 4 paliers, 150%, ça va me faire combien que je vous dise pas de bêtises, je calcule rapidement la tête. 600%, 100% de dégâts supplémentaires. Voilà. Alors, les projectiles. Il y en a 3 à 5. Ça tire 3 projectiles, rayon d'impact 0,6 m. Tire des projectiles toutes les 5 secondes ou lorsqu'il est fracassé. L'éruption initiale tire 4 projectiles supplémentaires par palier supplémentaire. Ça va faire mal. Oh, le burst initial va être violent si vous réussissez à canaliser. Et le volcan est détruit après 10 slams au sol. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas non plus le faire exploser constamment. Soit vous avez vos 10 secondes, soit vous avez vos 10 frappes au sol. C'est un équilibrage qui est intelligent. Alors l'enchevêtrement, c'est un nouveau type de sort, le sort de plante, où on le voit le faire, il génère une fissure, et ensuite on voit des lianes qui sortent au niveau de la fissure pour frapper les ennemis à proximité. Alors donc, la fissure, donc le premier sort qu'il lance, qui inflige 4 à 5 de dégâts physiques, la distance de la fissure est de 8 mètres, elle attache des lianes aux ennemis dans un rayon de 1,5 m. Vous avez une limite de 4 fissures actives en même temps, qui est assez intéressant. La durée de la fissure est donc de 8 secondes, et elle attache une liane toutes les 0,1 secondes. Alors, la compétence luxuriance, alors les fissures luxuriantes expirent 50% plus lentement. Alors, si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette histoire de luxuriance, c'est une nouvelle mécanique qui est liée à certaines gemmes qui renforce vos sorts, de type plante. Alors, les lianes infligent un point de dégâts physiques, donc elles sont pas là pour faire des dégâts, mais elles peuvent s'étirer jusqu'à une longueur de 2 mètres avant de se rompre, et les vignes restent attachées pendant une durée de 1 seconde. Chaque liane attachée ralentit les ennemis de 15%. Elles peuvent attaquer jusqu'à 3 ennemis en même temps, et quand le sort est lancé avec luxuriance, les 2 vignes supplémentaires peuvent s'attacher à un ennemi, donc vous allez pouvoir contrôler de façon très efficace vos adversaires avec ce sort.
Ça va être très sympa. D'ailleurs, on le voit utiliser un sort de tornade qui n'est pas dans la liste. Je pense va bien combo avec ça. Enfin, l'orage. Crée une tempête de foudre pour une certaine durée. Celle-ci frappe à plusieurs reprises les ennemis se trouvant dans sa zone d'effet. Avec des éclairs électrocutants. En même temps, des éclairs qui n'ont pas électrocutants. Non, là, c'est la trad française qui offrait, c'est parce que, en fait, c'était pour... peut être shocking... Shocking lightning. C'est juste pour, en fait, dire que ça applique l'effet d'électrocution. Alors, inflige 1 à 16 points de dégâts de foudre, rayon de la tempête 2,3 mètres, rayon de l'impact 0,8 mètres, durée de la tempête 12 secondes, touche une cible toutes les 0,35 secondes, mais ne peut toucher chaque ennemi qu'une seule fois toutes les 0,5 secondes. Bonne chose à savoir. Là, il y a une histoire d'ennemis éclaboussés, je ne vois pas le rapport avec la tempête, je l'avais lu tout à l'heure, je pense que c'est doit être une erreur sur l'infobulle. Parce que je vois pas en quoi vos éclairs vont mouiller vos adversaires. Tac, et vous avez une limite de une seule tempête active en même temps. Ou un seul aura. Alors, le totem incantateur. Les totems durent 8 secondes, vous avez une limite un totem, les compétences, donc c'est une métagemme, donc vous allez pouvoir mettre des compétences dedans. Les compétences assignées font 10% de dégâts supplémentaires par charge de puissance consommée, ok. Vos totems ont 20% de vie supplémentaire par charge d'endurance consommée et vos totems ont une durée augmentée de 20% pour chaque charge d'endurance consommée. Ok, intéressant. À voir comment est-ce qu'on va gérer les charges d'endurance. On a vu qu'on pouvait gérer les charges de pouvoir avec différentes mécaniques, mais comment est-ce qu'on gère les charges d'endurance sur lui, ça va être une question intéressante. Alors les aptitudes en chassé ont 13% de perte de dégâts, les aptitudes en chassé ont 25% de perte de vitesse d'incantation. Ok. Donc, le déchaîner le cours de la nature. Dans sa forme humaine, le druide manie des bâtons magiques qui lui permettent de canaliser des pouvoirs de la terre et du monde naturel. Faites jaillir des volcans ardents du sol, conjurez des racines pour enchevêtrer vos ennemis, faites s'abattre la foudre sur eux. La plupart des aptitudes de la forme humaine du druide agissent sur la durée, ce qui leur permet d'aider ses aptitudes de forme animale de diverses manières. En tant que lanceur de sorts, le druide peut également tirer parti d'une nouvelle aptitude, le totem incantateur. Celle-ci permet de créer un totem qui lance automatiquement le sort de votre choix pendant un certain temps. Je suis très curieux de voir où le druide va se situer sur l'arbre de talent. Pour voir avec quels autres arbres on va pouvoir hybrider, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher de façon régulière, où est-ce qu'on va avoir des sockets dans notre arbre de talent pour nous renforcer. Ça va être assez intéressant. Alors et enfin les ascendances du druide où on n'a pas beaucoup de détails. Pour l'instant, on a le chaman. Le chaman canalise la fureur de la nature et exploite la rage pour améliorer ses sorts. Le transformant en une véritable catastrophe naturelle ambulante faisant s'abattre météores, éclairs et glaces. Il y a vraiment ce délire de vous êtes une catastrophe naturelle, il le répète plusieurs fois. Et enfin l'oracle qui a l'air complètement space, ne me demandez pas ce que ça fait, je ne sais pas. L'oracle maîtrise le pouvoir de la préscience à la perfection, pouvoir qu'il utilise au combat pour sonder l'avenir et prédire le mouvement des monstres, ce qui lui confère un avantage considérable. Et comme si cela ne suffisait pas, il a également la possibilité d'attribuer des talents issus d'une ligne temporelle alternative. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, aucune idée, il a l'air complètement chelou. Alors, et enfin avec ça, on a plus 30 nouvelles gemmes de soutien. Nous avons jeté plus de 30 nouvelles gemmes de soutien ainsi que plusieurs nouvelles gemmes de soutien de lignage pour apporter encore plus de variété à vos builds. Qu'il s'agisse de croissance accélérée qui fait éclater vos plantes ou de fracas tectonique qui ajoute fracas en cascade d'attaque, aucune classe n'a été délaissée. Merci, ça fait plaisir. Et donc, par exemple, la croissance accélérée qui donc fonctionne avec les nouvelles sortes de plantes. Alors, déclenche une croissance accélérée sur vos plantes luxuriantes. Cette aptitude copiera le niveau de la gemme dans laquelle elle est enchâssée. Cool. Chance de coup de touche critique 10%. Et inflige. Elle génère des fleurs qui croissent et explosent. Inflige 4 à 6 points de dégâts physiques. Rayon de l'explosion 1,8 m. L'explosion se déclenche après 1,2 secondes. Vous imaginez déjà avec les lianes là qu'on voit le druide utiliser qui contrôle les ennemis, si en plus ça contrôle et ça fait de dégâts, ça va être excellent comme ça. À côté de ça, le cri résonnant modifie les cris. Les aptitudes modifiées se reproduisent plusieurs fois après l'utilisation et en taille à chaque reproduction, mais sont moins efficaces si vous avez perdu une certaine distance avant de pouvoir les utiliser. Pas trop mon truc, ce genre de sort, déjà je me sens pas le guerrier. Bon. À voir si c'est très intéressant. Je suppose que par exemple pour le druide ours, là je vois déjà l'intérêt avec le rugissement féroce. Comme ça vous allez pouvoir générer pas mal de rage.
Mais bon, c'est... Enfin, que je dis, c'est pas le truc qui m'intéresse. Alors, le fracas technique. Modifier les fracas que vous utilisez vous-même, leur permettant de créer des répliques simultanées derrière le fracas, mais diminuant les dégâts et la zone d'effet des répliques issues des aptitudes modifiées. Ne peut pas modifier les aptitudes qui créent des fissures. C'est très intéressant, ça va me permettre d'avoir plus de dégâts de zone, parce que c'est des compétences qui font très mal. Et je suis curieux de savoir si du coup les répliques qu'on va générer vont pouvoir activer les effets au sol qu'on peut avoir, comme par exemple le volcan, qu'on a vu tout à l'heure, ou... Alors je sais plus quelle est la compétence du guerrier qui demande des répliques. Enfin. Et enfin on a deux nouvelles gemmes, gemmes de soutien légendaires. On a la vengeance de Bat-à-terre. Alors modifier les attaques et les cris de guerre que vous utilisez vous-même. Geler un ennemi avec des aptitudes modifiées vous imprègne vous et vos alliés avec des dégâts de froid pendant une courte durée. C'est sympa. Et c'est basé sur votre rage. Ok. Intéressant. À voir à quel point c'est efficace, mais si ça peut buff vos coéquipiers, c'est super intéressant. Déchirure de Zibaka. Les compétences qui vous font sauter dans les airs feront exploser les corps où vous atterrissez. Et ça déclenche des explosions sur les ennemis à proximité. Donc, atterrir déclenche Flare Reclamation sur les cadavres à proximité, qui fait des dégâts de feu sur une zone autour du cadavre en fonction des points de vie maximum de celui-ci. Ah, 6% du point de vie maximum du cadavre est déclenché en explosion. C'est intéressant ça comme compétence. À voir ce que ça va donner. La question que je me pose c'est... Dans quel setup vous allez tuer les ennemis à distance pour pouvoir sauter dedans? Vous voulez pas sauter dedans pour ensuite faire vos compétences? Ou alors vous allez sauter sur place et vous avez déjà pas tué les ennemis? C'est un petit peu bizarre comme j'aime, mais à voir ce que ça va. Rééquilibrage des personnages, la mise à jour du dernier des druides, donc procéder à des rééquilibrages en profondeur, notamment en ce qui concerne les objets uniques, les gemmes de soutien, et bien d'autres choses encore. Ok. Et ça, c'est la nouvelle saison. Les making de endgame qui ne m'intéressent pas. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais atteint le endgame. Le seul truc qui est sympa, c'est que j'ai vu que la saison actuelle continue d'être disponible. Et ça, j'aime bien, le fait qu'on garde des mécaniques des précédentes saisons dans le jeu. Je sais que Diablo 4 maintenant le fait quasiment à chaque fois. Et je trouve que c'est une très 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 bonne idée. Le fait de garder des mécaniques de saison qui ont été agréables et qui ont plu, c'est un bon point. Ça ne fait que étendre et améliorer le jeu. Le problème de ce genre de jeu, c'est que beaucoup de gens se plaignent que ils n'ont pas beaucoup d'activités à faire. Conservez les activités que vous avez pris du temps à créer, à développer. Les gens ne vont pas se lasser. C'est justement, quand ils vont en avoir marre d'avoir fait une activité, ils seront contents de retrouver des activités qu'ils ont déjà fait auparavant, surtout s'ils les appréciaient. Et si les activités n'ont pas reçu un retour positif de la communauté, écoutez ce qu'elle dit et changez-les en fonction. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire que je voulais faire une annonce avec ça, c'est que je vais le 12 faire du Path of Exile 2. Je vais lancer une série sur Path of Exile 2. Alors je ne sais pas encore quelle durée va faire, est-ce qu'on va aller jusqu'au endgame, est-ce que je vais me contenter de refaire l'histoire, qu'est-ce qui est disponible. En tout cas une chose sûre, je ferai le druide et je le jurerai sous forme de vivre. Ça a l'air vraiment trop sympa. Et je sais que j'avais dit que je ne voulais pas lancer d'autres séries, donc j'avais pas terminé Stalker 2 ou Heroes of Might and Magic 5, mais soyons honnêtes là, Stalker 2, je sais pas quand est-ce qu'il va de nouveau disponible. Grand dame, les devs ont fait un changement qui fait que beaucoup de mods entrent en conflit, les modeurs ne peuvent rien faire, il faut qu'ils attendent un changement de la part des devs, qui n'est toujours pas venu, donc je ne peux pas vous dire quand est-ce que cela sera changé ou pas. Donc en attendant, tant que Stalker 2 est en pause, on va attendre et j'ai envie de faire autre chose à côté et pas faire que du Heroes of Might and Magic 5. Autre chose, il y a un pôle que je sors aujourd'hui, ou plutôt que j'ai sorti hier dimanche, parce que cette vidéo sort lundi, qui est un pôle où je vous pose une question. Je voudrais savoir si le rythme de publication de vidéos actuellement vous convient. Parce que des vidéos de 45 minutes à 1 heure tous les jours, déjà pour moi c'est compliqué à sortir constamment. C'est un sacré rythme et ça fait que j'ai pas beaucoup le temps de faire du montage dessus. Les montages sont des montages qui sont assez légers, etc. Et qui sont très chronophages. Par exemple, comme j'en avais déjà parlé, mais une vidéo d'Heroes of Might and Magic 5, en moyenne, c'est 4 à 5 heures de tournage et à peu près l'équivalent en montage.
entre tous les cuts, les animations, etc. à ajouter, ça peut être un peu long. Du coup, je voulais savoir si vous préfériez une vidéo tous les 2 jours ou une vidéo tous les 3 jours. Si vous avez envie de répondre à ça, soit vous pouvez en parler en commentaire, mais encore mieux, allez répondre sur le poll que j'ai fait. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous êtes aussi hype que moi. Moi, je le suis vraiment. Et j'ai vraiment hâte de tester ce druide. Il a l'air vraiment, vraiment très fun. Et si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like. Pensez à laisser un commentaire, notamment pour répondre à la question que je viens de vous poser. Et pensez à vous abonner, activer la cloche pour suivre la chaîne, etc. Ce genre de choses. Et sur ce, tchuss!